L'histoire démarre avec une tension palpable sous des lumières néons. Ray King, un détective privé aguerri, est assis dans un club de jeux d'ombre, attendant nerveusement Anaïs. À son insu, des hommes dangereux qui suivent Anaïs rôdent à proximité, tous répondant à l'énigmatique Burke, qui veut la mort de King et d'Anaïs. Alors qu'Anaïs arrive, King révèle une photographie abîmée. Gino et Edith Sanchez avec leur fils de 13 ans, Alberto, disparus depuis qu'ils ont fui El Salvador pour les États-Unis. Engagé par le père d'Edith, King les a traqués pendant des années, mais veut maintenant confier l'affaire à Anaïs, citant sa semi-retraite et sa préférence pour les affaires qui comptent. Leur rencontre est interrompue lorsque King sent le danger. Agissant rapidement, il trompe les observateurs en les attirant dans un piège près des toilettes. Caché dans une cabine, il griffonne un message cryptique sur son avant-bras. Pendant ce temps, Anaïs aperçoit deux voyous s'approchant furtivement derrière elle. Elle capte leur reflet dans un cadre en verre et se prépare à frapper. Quelques instants plus tard, King est pris en embuscade mais riposte avec une finesse étonnante. Dehors, Anaïs quitte le club calme et indemne, tandis que des clients terrifiés fuient dans le chaos. De l'autre côté de la rue, un sniper nommé Cobb vise. Incapable d'obtenir un tir clair sur Anaïs, il pivote et cible fatalement King qui fuyait également le club. À la morgue, la directrice adjointe Medina du Financial Crime Enforcement Network identifie le corps de King. La note sur son bras indique « Trouve le comptable ». Ce comptable est Chris, un expert en chiffres froids et brillant assistant à un événement de speed dating au Boise Romance Festival. Bien que beaucoup fassent la queue pour le rencontrer, ses réponses sans émotion le laissent seul. Alors que Medina retrace les pas de King, elle le trouve sans le sou, ses affaires emballées à l'exception d'une piste qui mène à Chris. Elle épingle la photo de la famille Sanchez sur son tableau d'enquête et s'installe dans la maison de King. Ailleurs, Burke fulmine contre la mort de King et la survie d'Anaïs. Le problème ? Anaïs ne se souvient plus de Burke, ni de la violence qu'il a jadis déchaînée sur elle. Pourtant, Burke craint que sa mémoire ne revienne, et avec elle, la vengeance. Medina croise finalement Chris dans un parking tranquille. Elle le conduit à son tableau d'enquête, une salle de guerre improvisée couverte de ficelles, de cartes et de photos de personnes disparues, où il commence à démêler le mystère entourant la disparition du jeune Alberto. Au début, Chris reste distant. Mais ensuite, de manière inattendue, il se fixe sur le tableau. Lorsque Medina lui demande pourquoi il est si attiré, Chris lui dit simplement « Finissez votre partie. Je ferai la mienne après. » Plus tard, alors que Medina se repose brièvement, Chris passe à l'action. Quand elle se réveille, il a transformé le tableau, cartographiant une trajectoire de survie étonnante pour Alberto et ses parents avec une précision laser. Son intellect froid devient leur plus grand atout. Leur enquête les mène bientôt à une usine de pizza apparemment banale en Californie, qui s'avère être une façade. La tentative de Medina d'interroger le gérant se heurte à un déni impassible, suggérant une corruption plus profonde. C'est alors que Chris intervient. Armé d'une connaissance de niveau médico-légal de l'historique fiscal de l'entreprise, Chris impressionne d'abord, mais ensuite renverse la situation, exposant un système de blanchiment d'argent avec des preuves accablantes. La situation éclate en violence alors que Chris maîtrise les gardes du corps de l'homme et brise brutalement le bras du gérant pour le forcer à donner des réponses. Terrifié, l'homme avoue. Un groupe de jeunes femmes d'un hôtel du centre-ville blanchit l'argent. Il donne également un nom. Thomas, leur contact insaisissable. Chris obtient les informations, mais Medina est consternée par ses méthodes impitoyables. Alors qu'elle débat de l'opportunité d'appeler des renforts fédéraux, Chris lui propose calmement quelqu'un de mieux. Son frère éloigné, Brax. Entre Brax, le frère perdu et volatile de Chris. Il s'enregistre dans un hôtel modeste, arpentant la pièce et répétant nerveusement un discours émotionnel destiné à une femme nommée Margaret. Insatisfait de sa prestation, il abandonne finalement le script et parle librement, comme s'il se confessait à un vieil ami, brut, sans filtre et hanté. Ce soir-là, Brax, un assassin en mission, est assis en face de la seule personne qu'il a épargnée. Essayant de la calmer, il lui demande gentiment ses passe-temps. Elle respire à peine, sa terreur est palpable. Brax semble perplexe, jusqu'à ce que la caméra se déplace vers l'horreur à laquelle il est aveugle. La maison est jonchée de cadavres. C'est alors que Chris appelle. Agité, Brax explose. Des années de silence de la part de son frère, et maintenant il ne le contacte que lorsqu'il a besoin de quelque chose. Pas d'excuses. Pas de reconnexion. Juste un autre travail. Brax soupire, regarde la fille tremblante et réalise exactement pourquoi elle a peur. Plus tard dans la nuit, Medina et Chris surveillent un hôtel du centre-ville,
averti par le gérant de l'usine de pizza, attendant l'arrivée de Brax. Il arrive, calme et prêt au combat, son équipement à la main et son expression illisible. Les frères louent une chambre et tendent le piège. Ils invitent 3 femmes du réseau de trafic tandis que Medina surveille l'opération de loin. Brax mène avec un calme glacial, payant les filles à l'avance et posant une question chargée. Si vous étiez piégé ici, sans issue, et une seule chance d'appeler quelqu'un, que feriez-vous? Le silence est pesant. Les filles se regardent nerveusement, incertaines s'il s'agit d'un interrogatoire ou d'un test. 2 tentent de rendre l'argent, déstabilisés. Brax refuse. Une fille hésite, puis reste, les yeux désespérés, l'esprit décidé. Pressée, elle est réticente à donner des noms, mais accepte de prendre le risque, pour un prix. Une fois payée, elle passe un appel trompeur à un homme nommé Thomas, affirmant faussement qu'elles sont en danger, déclenchant le piège. Pendant ce temps, Medina reçoit les images de la sécurité intérieure de la nuit du meurtre de Ray King. L'opérateur partage des informations glaçantes. Edith et sa famille ont probablement été enlevés par des cartels, des groupes connus pour rançonner les migrants, les vendre à des réseaux de traite, ou les tuer s'ils s'avèrent trop problématiques. Pire encore, Medina apprend que Gino Sanchez, le père d'Alberto, a déjà été assassiné. De retour à l'hôtel, Thomas arrive, inconscient du piège. Brax ne perd pas de temps. Il assomme Thomas d'un coup de poing retentissant. Les frères le jettent dans le coffre de Medina pour interrogation. Medina, furieuse, les confronte. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les enquêtes fédérales, lâche-t-elle. Mais les frères ne jouent pas selon les règles du bureau, et ils ne font que commencer. Le lendemain, un groupe de hackers qualifiés se met en quête de l'identité d'une figure mystérieuse aperçue la nuit où Ray King a été assassiné. Ils passent au peigne fin les images de surveillance, image par image, et se concentrent sur une femme étrangement calme, alors qu'elle s'échappe du club de jeu plongé dans le chaos. Son visage n'est jamais capturé par aucune caméra, pourtant son allure calme et sa conscience accrue au milieu du chaos. Une bousculade déclenchée par des coups de feu, une bagarre violente, laisse entendre qu'elle n'est pas une simple spectatrice. Leur percée se produit dans un éclair inattendu. Une femme en veste rose, se tenant à proximité cette nuit-là, a pris un selfie. Le temps pressant, les hackers fouillent en profondeur, localisent son empreinte numérique et piratent son compte quelques instants avant qu'elle ne se reconnecte. Ils extraient l'image, se l'envoient, et la voilà. Le visage de la femme insaisissable, capturé en arrière-plan. C'est la même femme qui est sortie du club sans une égratignure, et maintenant ils peuvent la voir clairement. Les meurtres qu'elle a commis ne sont plus une rumeur. Mais son nom, ses origines et ses motivations restent une histoire de fantôme, pour l'instant. De retour au quartier général, Thomas cède sous la pression et accepte de donner des noms en échange d'une immunité. Mais au moment où il s'apprête à signer, le sniper de Burke fait pleuvoir des balles sur le poste, tuant Thomas. Plus tard, Chris et Brax partagent un rare moment d'honnêteté. Brax révèle qu'il a cherché Chris pendant des années. Maintenant réunis, les frères se lient maladroitement, autour de la crème solaire, du sarcasme et de traumatismes non résolus. Dans un bar de campagne, Chris tente maladroitement de s'intégrer, allant même jusqu'à danser avec Angie, une barmaid charmée par son honnêteté. Lorsque son ex-jaloux Jerry intervient, les choses dégénèrent. Brax, aimant le chaos, projette Jerry à travers une fenêtre, protégeant son frère avec panache. Pendant ce temps, Medina se rend à l'hôpital et récupère les dossiers médicaux d'Anaïs. Anaïs, qui avait subi de graves blessures, a également perdu la majeure partie de sa mémoire. Mais son cerveau s'est recablé d'une manière qui a débloqué des capacités dormantes. Elle a acquis des compétences complexes comme les échecs en quelques heures. Cependant, les échecs n'étaient pas un jeu pour elle, c'était la guerre. Son comportement a changé radicalement. Une nuit, elle est devenue violente, a attaqué l'équipe de sécurité et a disparu. Lorsqu'on l'interrogeait sur son passé, elle ne faisait que siffler. À la tombée de la nuit, Chris et Brax mettent fin à leur journée, tandis que Medina rentre chez elle et se prépare à des retrouvailles tendues. Anaïs apparaît, et au lieu de se rendre, elle attaque. Chris, alerté par un avertissement que Medina est en danger, accourt. Medina est rapidement maîtrisée. Alors qu'Anaïs aperçoit une photo sur le mur, ses souvenirs refoulés commencent à revenir. Elle se souvient de Burke, sifflant comme elle le faisait à l'hôpital. Chris arrive, arme au poing, mais la laisse finalement partir. Burke, réalisant qu'Anaïs est vivante, panique et décide d'emmener les enfants kidnappés dans le désert pour les éliminer. Chris, furieux de ce qui est arrivé à Medina, attrape Brax et part à la recherche des enfants. Leur équipe de hackers s'active pour localiser le site. Les frères s'équipent pour la bataille, armés et prêts. Ils prennent d'assaut le lieu ennemi tandis que Brax lance un assaut puissant. Les enfants sont en train d'être chargés dans un bus, et le chaos éclate.
Chris et Brax s'engagent dans une fusillade, avançant. Alberto monte dans le bus juste au moment où il commence à démarrer. Sur un autre site, un bulldozer creuse une fosse commune. Les frères sont momentanément repoussés dans un bâtiment. Brax lance une bombe fumigène pour couvrir leur sortie, et les deux manœuvrent habilement à travers la brume, jusqu'à ce que Brax soit blessé par le sniper. Chris le met en sécurité, mais ils se séparent. Brax se retrouve dans un combat au corps à corps brutal, presque vaincu, jusqu'à ce que Chris intervienne, le sauvant juste à temps. Il se dirige vers le lieu de la sépulture. Alberto est retenu en otage, mais Chris avance avec un calme glaçant et abat le ravisseur. Il met Alberto en sécurité. Brax atteint le reste des enfants et les libère. Chris prend le volant du bus pour évacuer tout le monde. En chemin, Brax les retarde, car il a trouvé un chat errant qu'il insiste pour garder. Pendant ce temps, à Prague, un homme nommé Batu reçoit l'ordre de mettre fin au contrat de Medina, et il le fait. Au Costa Rica, Burke prend un bain quand il entend quelque chose. Anaïs est dans sa chambre. Il fuit, elle le poursuit. De retour chez elle, Medina se rétablit et remercie tous ceux qui l'ont aidé à résoudre l'affaire. Alors que la poussière retombe, Brax grommelle que le chat appartient maintenant à Alberto. Chris le taquine, disant qu'il a réservé une randonnée. Brax sourit, ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée.